Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Zoom Sur que nous consacrons ce soir à la fièvre de la dengue. Et pour éclairer l'opinion publique, nous avons reçu sur ce plateau Dr Kelly Mamadou, qui est biologiste, virologue à l'Institut national de recherche en santé publique. Bonsoir, monsieur le docteur. Bonsoir, cher. Nous avons également avec nous sur ce plateau Dr Moussa Abdallahi, médecin épidémiologique, coordinateur national de la surveillance épidémiologique et riposte. Bonsoir. Bonsoir. Donc sans plus tarder, ma première question s'adresse à vous, Dr Moussa Abdallahi. D'abord, c'est quoi la dengue? Est-ce une maladie parasitaire, virale ou bactérienne? Ok, merci beaucoup. Je vous remercie tout d'abord. Je remercie aussi les téléspectateurs. Donc, la dengue, c'est une arbovirose. C'est une maladie virale causée par un moustique qui s'appelle souvent déjà Aedes albopictus. Il s'agit de l'arbovirose la plus répandue actuellement dans le monde. Elle est reconnue par une transmission spatiale très rapide et donc son cycle, la symptomologie de dengue commence par une période d'incubation de 2 à 7 jours. Et ensuite, elle manifeste par une forte fièvre avec un état grippal et aussi des douleurs rétro-arbitraires, des asthénies et autres. Donc il s'agit d'une, comme vous avez bien dit, il s'agit d'une maladie virale. Voilà. Docteur Kelly, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que dit. Et d'abord, est-ce qu'il y a eu des cas de dengue? Quand on veut rentrer directement dans le sujet, est-ce qu'il y a eu des cas de dengue ici en Mauritanie? Bon, merci cher Sadebo, c'est un plaisir pour moi de participer donc, à votre émission. Bon, je vais me présenter ou bien me représenter, puisque vous m'avez déjà présenté. Je m'appelle Dr Mamadou Kelly, je suis virologue, je travaille à l'Institut national de recherche en santé publique, où il y a donc les laboratoires de référence nationale. Donc c'est un laboratoire de virologie donc, qui fait tout ce qui est surveillance épidémiologique donc, ici au niveau de la Mauritanie. Donc, on a reçu donc, récemment donc, plusieurs cas, où on a diagnostiqué plusieurs cas de dengue au laboratoire de virologie. Donc, bien sûr, il existe des cas donc, de dengue en Mauritanie. Docteur, il vient de dire qu'il existe des cas de dengue ici en Mauritanie. Est-ce que nous pouvons parler d'une épidémie ou d'une endémie? Oui, merci beaucoup. Non, je crois que la transmission de dengue, en fait, elle n'est pas caractéristique pour la Mauritanie. La dengue, je dis tout à l'heure, c'est l'une des arboviroses la plus répandue dans le monde. Donc là, elle est en extension. Si vous voyez, par exemple, avant 1970, les cas de dengue, il n'y avait que 6 pays dans le monde où on notifie les cas de dengue, c'est surtout en Asie. Mais à partir de 1990, il y a plus de 100 pays maintenant où le dengue pose problème. Comme je dis, c'est l'arbovirose la plus répandue dans le monde, avec plus de 400 millions de cas par an. Donc en Mauritanie, à l'instar des autres pays, donc fortement, nous avons quelques cas de dengue notifiés. C'est une arbovirose récente en Mauritanie comme aussi dans la sous-région, parce que la dengue en Mauritanie, la première confirmation où je parle sous le contrôle de Dr Kelly, c'était en 2015. 2015, c'est quand même récent, c'est depuis 3 ans. Et donc, il y a eu quelques cas sporadiques qui ont été soulignés par-ci par-là, mais c'était essentiellement en Nouakchott. Actuellement, nous avons, depuis l'année 2018, il y a de nouveaux cas de dengue maintenant qui ont été notifiés, identifiés même à l'intérieur du pays, notamment dans la région de la Saba. Et actuellement, il y a quelques cas aussi qui ont été identifiés à Tir-Zemour, surtout dans la ville de Zouaret, Ifderik récemment, à ODK, et aussi au niveau de Rosso, la ville de Rosso, nous avons aussi quelques cas notifiés. Mais ce n'est pas en fait une situation propre à la Mauritanie. Si vous voyez par exemple, nous, au niveau de la surveillance épidémiologique, on m'avait dit est-ce que c'est une endémie ou c'est une épidémie, parce qu'en fait nous on se situe selon la même, en fait, selon le même nombre de cas que nous avons eu l'année passée par rapport à cette année. Comme j'ai dit, il y a eu toujours des cas sporadiques, mais la dengue, en fait, que ce soit dans la même période l'année passée, dans la sous-région, quand je dis dans la sous-région, c'est-à-dire qu'au Sénégal, au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire, donc et en Mauritanie, il y avait quelques cas l'année dernière en comparaison avec cette année. Actuellement, il y a des cas aussi de dengue
en Mauritanie, comme il y en a aussi dans la sous-région. C'est presque toute la sous-région actuellement fait face à quelques cas de dengue, que ce soit le cas de certains pays voisins, et même en Algérie récemment. Et donc, ce n'est pas aussi caractéristique pour le pays de la sous-région, c'est même en France et dans les autres pays, la dengue, c'est que je dis, il y a plus de 400 millions de cas par an. Récemment, bon, nous avons l'Organisation mondiale de la santé a constaté une augmentation des cas à partir de 2015-2016. Il y a un pays, en lui seul, il a notifié 1 500 000 cas confirmés en 2016. C'est le cas du Brésil. Donc, pour dire que la dengue, c'est une arbovirose qui est répandue et qui touche assez de gens. Les cas que nous avons eu en Mauritanie, et heureusement, il n'y a pas eu de décès. Et ce sont souvent des cas qui ont une issue bénigne, mais il y a quand même quelques cas de dengue en Mauritanie. Docteur Kelly, comment se manifeste cette maladie? Quels sont ses symptômes? Bon, les symptômes en général de la dengue sont des symptômes en général communs, donc des autres maladies telles que le paludisme, quoi. Ça commence par une fièvre en général. Donc en général, ce qu'il faut vraiment demander, c'est comment définir donc un cas de dengue. Donc il y a plusieurs symptômes bien entendu, mais le premier symptôme donc, qui apparaît, c'est en fait un syndrome fébrile, c'est-à-dire une fièvre, donc qui avoisine vers les 39 degrés, suivi donc entre autres donc des courbatures, des vomissements et d'autres manifestations donc, cliniques. Donc en général, donc on ne peut pas vraiment, c'est des signes qui orientent un peu sur le diagnostic. Mais en général, comment on peut confirmer? La confirmation, c'est une confirmation biologique qui se fait. Donc, en tant que biologiste, existe-t-il un vaccin contre... à mon avis, pour l'instant, il n'existe pas de vaccin. Bon, il y a des tentatives vraiment de vacciner, mais qui échouent toujours. Pour l'instant, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, donc il n'existe pas de vaccin. Donc le traitement en général, c'est un traitement symptomatique. C'est quoi un traitement symptomatique? Donc, un traitement symptomatique, c'est un traitement donc, par rapport donc, aux signes cliniques. Donc par rapport à la fièvre, les antalgiques en général que nous prenons, et les traitements pour la réhydratation, pour les vomissements et tout cela. C'est ça un traitement symptomatique. Donc par rapport aux symptômes. Docteur Moussa, quels sont les sujets les plus exposés à cette maladie? Donc, merci beaucoup. Les sujets les plus exposés à cette maladie, donc c'est souvent les personnes âgées, les enfants les enfants à bas âge et les personnes vulnérables en fait. C'est les personnes qui ont qui souffrent d'autres maladies, par exemple chroniques ou d'autres, qui sont les plus vulnérables. Mais de manière générale, même les personnes ordinaires, ils sont aussi, ils peuvent être touchés par cette maladie. En fait, ce que je souhaitais savoir, c'est, en fait, je souhaitais souligner que la dengue, en fait, il y a 4 stéréotypes de dengue, le stéréotype 1 et 2 et 3 et 4. Heureusement pour nous ici, c'est toujours le stéréotype D, les 1 et 2 qui sont majoritairement notifiés chez nous, et c'est le cas aussi pour les pays de la sous-région. Mais il y a des dengues de forme hémorragique, la forme dengue avec choc, qui sont plus graves que la forme que nous avons pour le moment ici en Mauritanie. Et donc, de manière générale, donc c'est pour dire en fait que la situation ou l'endémie ou ce que nous sommes, les cas que nous rencontrons en Mauritanie, ils sont bien notifiés, que ce soit par le laboratoire qui fait la confirmation des diagnostics ou par aussi le ministère de la Santé avec l'aide de ses partenaires techniques ou financiers et en particulier l'Organisation mondiale de la santé qui apporte un appui technique considérable au ministère de la Santé et aussi d'autres partenaires qui magnifient en fait l'effort de la Mauritanie qui est en train de mettre en place pour la lutte contre la dengue et contre aussi les épidémies de manière générale. Ça, je peux citer à titre d'exemple l'Organisation internationale de migration qui appuie les pays dans certaines activités qui concernent le renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau des zones point d'entrée. Et le CDC aussi, Atlanta, qui appuie les pays, la coopération chinoise, la coopération japonaise, pour ne citer que c'est. Mais aussi, le partenaire principal, vraiment, c'est l'Organisation mondiale de la santé, et qui appuie la Mauritanie, et le ministère de la Santé de la Mauritanie applique la politique de l'OMS en matière de lutte et prévention contre la dengue. Monsieur Kelly, comment détecter s'il y a une urgence? S'il y a une urgence. Oui, si le patient, s'il y a une urgence, comment détecter
s'il y a une urgence. Et comment se fait le diagnostic Voilà. Le diagnostic se fait en général, il y a un diagnostic qu'on appelle le diagnostic différentiel. Quand les prélèvements viennent, en général, nous, on est le laboratoire de référence. Chaque jour, chaque 2 jours, il y a des prélèvements qui nous parviennent au laboratoire, qui nous viennent des différentes structures sanitaires, des hôpitaux et un peu partout à l'intérieur du pays. Donc quand le prélèvement vient, donc on fait ce qu'on appelle un screening. Le screening sert à quoi? C'est de faire des tests rapides qui nous orientent. Donc on fait le paludisme, on fait donc l'hépatite, on fait les tests rapides dengue. Maintenant, tout cela, tous ces tests nous orientent donc, pour faire des confirmations. Si le test de paludisme est négatif, on voit l'hépatite B. Si l'hépatite est négative, on voit le test rapide dengue. Si c'est positif, maintenant, on va aller faire ce qu'on appelle une technique qu'on appelle la biologie moléculaire, la technique PCR, qui permet vraiment de diagnostiquer d'une manière sûre, avec une sensibilité environnant vers 99%, qui nous confirme qu'il existe vraiment dengue. Et cette technique aussi permet de sous-typer, c'est-à-dire de voir si c'est la dengue 1 ou bien la dengue 2 ou la dengue 3 ou 4. Donc quand le prélèvement vient, donc on fait un screening avant de confirmer. Quelle est la différence entre ces dengues-là, 1, 2 Oui, c'est des dengues. En général, c'est des virus qui sont là. Donc la différence se trouve donc en général au niveau des génomes, c'est-à-dire de leur matériel génétique. C'est des virus ARN, donc qui sont constitués ce qu'on appelle du matériel génétique. Le matériel génétique a ce qu'on appelle des séquences. C'est des séquences donc, de nucléotides. Donc la différence entre ces sous-types se trouve au niveau de certaines parties du génome. Donc par exemple, dengue 1 a une particularité donc, par rapport à dengue 2. Mais toujours est-il que c'est en fait de la dengue, c'est la famille dengue. Ils appartiennent à la même famille. Docteur, vous avez parlé tantôt de l'augmentation des cas de dengue. Cela est dû à quoi? En fait, merci beaucoup. L'augmentation des cas de dengue, en fait, c'est dû d'abord à la situation actuelle, la pluviométrie que nous avons marqué en fait une bonne pluviométrie cette année, et ça c'est l'un des éléments qui peut en fait jouer en quelque sorte sur la prolifération de vecteurs en fait de dengue, qui est l'Aedes, qui est le moustique Aedes. Donc d'un côté, d'un autre côté aussi, c'est la dengue en fait, c'est des maladies en fait liées avec l'urbanisme en fait. Et c'est aussi peut-être l'urbanisation qui est en train de vivre notre pays, à l'instar de la sous-région aussi, peut-être a joué un rôle aussi dans la prolifération. Mais je crois que les conditions climatiques surtout, et l'existence de conditions favorables à la prolifération des vecteurs, qui a fait de sorte que la dengue commence à s'installer. Donc comme j'ai dit, elle ne s'est pas installée de manière sur l'étendue du territoire, mais elle a commencé par Nouakchott. Ensuite, j'ai dit cette année, les premiers foyers de dengue ont été notifiés en fait à l'intérieur du pays, à la Saba. Il y a actuellement, il y en a à Rosso, certains cas notifiés, et à Zouara. Donc pour dire qu'il y a une progressive, et du coup, et de ce fait, le ministère de la Santé, en fait, dans sa politique, et avec l'aide aussi des partenaires, et en particulier l'OMS, a appliqué la politique internationale en la matière, en fait. Nous avons dans chaque zone du pays, nous avons un maillage de points focaux de surveillance épidémiologique, et aussi qui sont au début, par exemple en mai de chaque année, il y a le ministère de la Santé qui envoie un circulaire ou rappelle en fait sur l'importance de la vigilance. Cette année, nous avons envoyé plusieurs circulaires pour savoir en fait, pour dire que cette pluviométrie actuelle, qui est pratiquement différente que celle de l'année dernière, va engendrer la prolifération de certaines épidémies, que ce soit le paludisme ou la dengue. Nous parlons des cas de dengue, mais aussi, il faut dire que depuis le mois d'août, nous avons constaté au niveau de la surveillance épidémiologique. Quand je dis la surveillance, c'est-à-dire que tous les éléments de surveillance qui existent, il y a le maillage en fait de la surveillance épidémiologique, c'est l'étendue du territoire national. Et là aussi, dans la politique que j'ai parlé, il y a un guide en fait de surveillance épidémiologique et riposte que le ministère de la Santé a mis en place. Bon, c'est un guide que l'Organisation mondiale de la santé développe, que chaque pays adapte.
Nous sommes actuellement à notre guide de 2011. Et là, il y a la définition claire de toutes les maladies sous surveillance épidémiologique au niveau national. Y compris la dengue, il y a une définition de dengue, de paludisme et tout. Et les acteurs sur le terrain qui ont bénéficié de plusieurs formations en surveillance intégrée de maladies et riposte, à la définition des cas. Donc, ils sont en quelque sorte en alerte pour détecter en fait tout cas suspect de telle ou telle pathologie. Et c'est à partir de là qu'ils font ce que nous on appelle la notification. Ils identifient d'abord le cas sur la base des définitions des cas standards que nous avons. Et c'est des définitions que nous avons en Mauritanie. Ils sont même chose que ce que par exemple les pays voisins utilisent et que presque en Afrique nous utilisons les mêmes définitions des cas. Ils notifient maintenant les cas, ils font un prélèvement et ça arrive donc à notre institution de référence qui est l'Institut national de recherche en santé publique que le Dr Kelly vient d'expliquer comment on fait les analyses pour s'assurer vraiment de est-ce qu'il s'agit bien d'un cas de dengue ou pas. Et là, pourquoi j'ai dit ça? Parce que beaucoup de cas qui ont été notifiés et lorsqu'on fait l'analyse et que les gens parlent déjà de dengue, mais ça s'avère... Dans plusieurs cas, ça veut dire que c'est le paludisme en fait qui a été la cause par exemple de telle ou telle fièvre. Mais ça n'exclut pas qu'il y a des cas de dengue qu'on a confirmé, que ce soit à Rosso ou à Zouéret ou à Nouakchott même. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, tantôt la transmission de dengue est presque constante, mais avec des cas sporadiques. Ça, pour nous, pour notre système de surveillance actuellement, ce n'est plus une épidémie. C'est une réalité qui est là. Il y a des cas sporadiques, par exemple un ou des cas ici, mais le système il est en alerte de telle sorte qu'il arrive à faire face à ces cas facilement. Et c'est pas seulement, on parlait aujourd'hui de la dengue, mais il y a eu un ou des cas sporadiques de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, mais que la politique de l'État mauritanien et du ministère de la Santé a pu vraiment stopper, en fait, soit faire une très bonne prise en charge de ces cas, et arrêter, en fait, il n'y a pas de transmission et autres. Donc, c'est des éléments très importants pour dire que la politique en fait, du ministère de la Santé en matière de surveillance épidémiologique commence par le renforcement de la surveillance en elle-même, mais aussi une bonne prise en charge des cas quand il y a une épidémie ou autre, mais même le suivi. Je sais qu'il y a certains téléspectateurs peut-être qui nous regardent maintenant, mais ils savent que parfois il nous arrive qu'il y a eu un cas, par exemple, je cite le cas d'un cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo, que le malade a été repère parce que quand on parle de ça, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Mais les instructions que nous avons reçues de la part du ministre de la Santé, le professeur Khan Boubacar, et c'est les instructions des chefs de l'État, c'est de prendre en charge de manière très soigneuse ces cas. Et nous avons pris en charge le cas, que ce soit sur le plan médical, mais nous avons suivi la réinsertion des cas dans son entourage parce que nous avons venu à la sortie des cas plusieurs fois, les surveillances épidémiologiques, la direction de l'aide contre la maladie, et venir rendre visite à la famille parce que c'est des cas très rares. Et quand on est venu, on a vu que la famille a abandonné son chai, parce qu'ils disent que du moment qu'il y a qu'une des personnes ont tombé malades là-bas, qu'il y a toujours, pour eux, le virus existe toujours là-bas. Et le ministère a pris des mesures, il a désinfecté la maison, il a fait tout le nécessaire, il a suivi jusqu'à ce que les gens ont regagné leur maison, il y avait un suivi en contact direct. Et peut-être ces téléspectateurs nous regardent maintenant pour dire l'importance et les violences que l'État mauritanien accorde à la santé des situations. Parce que les épidémies, personne n'est à l'abri des épidémies, mais c'est la prévention et la bonne prise en charge et l'insertion en fait qui peut vraiment diminuer et atténuer les impacts des épidémies. Pour parler de façon un peu à la portée du téléspectateur, est-ce que la dengue tue? Oui, en fait, la dengue, dans l'ordinaire, la dengue ne tue pas. Dans l'ordinaire, la dengue ne tue pas. S'il s'agit de, peut-être la dengue hémorragique, peut-être il y a un risque, mais d'après les données de l'OMS, les cas de dengue simples que nous avons, c'est des dengues souvent qui passent souvent sans problème. Même pas, c'est vrai que ça cause beaucoup, ça cause problème du moment qu'il y a une personne qui est souffrante, qui a une forte fièvre, qui est asthénique, qui a des douleurs. Ça c'est déjà une perte. Mais quand même, le diagnostic n'est pas trop vital pour la vie. Et en fait, mais malheureusement, c'est une épidémie aussi qui se propage très rapidement. Et c'est d'où la vigilance du ministère de la Santé pour faire face à tous les cas de dengue. Actuellement,
Il y a, comme j'ai dit, il y a quelques cas de dengue à Rosso et à Zverat, mais bien avant l'apparition de ces cas, les ministères, en fait la situation a été un peu marquée par quelques cas de paludisme qui ont commencé au niveau de Basque-Nou après les fortes pluies, les inondations, et ensuite il y a eu quelques cas aussi de paludisme, que les gens ont passé dingue, mais c'est avéré de paludisme lorsqu'on a fait la confirmation au niveau de notre institution nationale de recherche. Et tous ces cas, en fait, la majorité c'était des cas de paludisme, mais la dengue, il y a des cas de dengue sur lesquels le ministère est en train de faire face. Il y a des réunions quotidiennes et des regroupements de tous les éléments de surveillance. Ça fait même pas une semaine qu'on les a regroupés. On est en contact permanent avec ces éléments. Et en plus aussi, même il y a une mission de riposte qui va partir demain pour appuyer la riposte dans ces deux régions, bien que nous avons déjà commencé à appuyer la riposte au niveau régional depuis, et on est en contact permanent. Vous savez, moi je souhaite quand même, je ne vais pas m'imposer les paroles parce que je veux que aussi mon collègue ajoute, mais je veux dire que la surveillance épidémiologique, c'est l'un des éléments, parce qu'en fait on parle maintenant de la sécurité sanitaire des citoyens. Et là, je peux dire que l'État mauritanien, ça c'est aussi nos partenaires au développement comme l'OMS peuvent en témoigner la même chose. Il y a beaucoup des efforts que la Mauritanie a fait et en train aussi de mettre en place pour vraiment assurer une bonne sécurité sanitaire pour les citoyens. Voilà donc pour ne pas... Voilà qui est rassurant. Docteur Kelly, est-ce que la dengue est contagieuse? Ouais. La dengue, c'est comme a dit donc, mon collègue, docteur Moussa, c'est en fait une arbovirose. Bon, une arbovirose, du point de vue biologique, c'est en fait un virus qui est transmis par un arthropode. Donc ça peut être un S, ça peut être une tique, ça peut être un moustique. Mais dans le cas de l'épidémie dengue, la dengue est transmise par un moustique des genres Aedes. C'est-à-dire qu'elle est contagieuse si la personne donc, est infectée. Donc au cours d'un repas sanguin du moustique, parce que le moustique se nourrit en général de... C'est des moustiques en qui piquent le matin, c'est des moustiques diurnes, c'est-à-dire qu'ils ne piquent pas la nuit. En général, la transmission se fait donc au niveau de pendant la journée. Donc quand la personne est infectée, quand un moustique vient pour puiser son repas sanguin, donc il prend dans ses glandes salivaires le virus. Et quand lors d'un autre repas sanguin, il transmet le virus à une autre personne. Donc la contamination, ou bien donc c'est-à-dire d'une personne à une autre, ça ne se fait pas d'une personne à une personne, mais c'est à travers un vecteur. Le vecteur, c'est le moustique. Donc, qui vraiment, dans ses glandes salivaires, contient le virus. Au cours d'un repas, transmet le virus à une autre personne. Est-ce qu'une femme enceinte peut le transmettre à son enfant? Une femme enceinte peut transmettre à son enfant. Là, il parle de Zika. Oui, je comprends, tu parles de Zika. Non, jusque-là, on a peu, mais ça peut, puisque c'est en fait, quand une personne donc, est infectée donc, par un virus, il y a un stade, parce qu'il y a différents stades, il y a un stade où le virus se multiplie d'une manière vraiment intense, qu'on appelle la virémie. Quand la virémie est très importante, ça peut vraiment faire des dégâts. Donc au niveau donc, de la grossesse. Mais la contagion donc, de la mère à l'enfant, jusque-là, donc ça n'a pas été encore documenté. Donc que dites-vous aux téléspectateurs pour éviter carrément d'être contaminés bon, c'est vrai, la dengue, comme l'a dit donc Dr Moussa, c'est une arbovirose qui est transmise par des moustiques. Quand on sait qu'il existe donc des méthodes pour s'en prémunir, c'est-à-dire des méthodes pour être à l'écart donc, des moustiques. Donc c'est en fait l'hygiène. Les méthodes qui existent, c'est aussi donc, promouvoir l'usage des moustiquaires, ça c'est très important. Donc sensibiliser aussi donc, parce que la population ne connaît pas très bien ce que c'est donc la dengue. Sensibiliser, faire des émissions du genre, donc pour que la population sache donc, comment vraiment être à l'écart donc, de ces moustiques, comment ne pas être contaminé. Donc les meilleurs moyens, donc les mesures donc, à prendre, c'est des mesures vraiment d'hygiène en général et de pulvérisation. Docteur Moussa Abdallah, quel est le traitement de la dengue? Oui, merci beaucoup. Je pense que le traitement de la dengue, comme mon collègue l'a dit, c'est un traitement symptomatologique, comme l'avait bien dit. Donc, c'est-à-dire qu'on lutte contre la fièvre, en fait, contre les symptômes qu'on voit. Donc, c'est-à-dire c'est les antipyrétiques, en fait, c'est la fièvre. Par contre,
il faut éviter dans le cas de dengue souvent tout ce qui est aspirine. Exactement. Parce qu'en fait, le risque en fait d'une hémorragie est très élevé en cas d'usage de ce genre des antalgiques en fait. C'est pour cela la lutte en fait c'est l'antipyrétique, c'est le paracétamol et aussi le repos en fait, le repos peut-être des antiasthéniques ou des fortifiants peut-être, mais surtout les antalgiques en fait. Souvent, comme je dis, beaucoup de cas de dengue en fait c'est des cas dengue. La forme hémorragique maintenant de dengue ou choc, ça c'est en fait ça requiert une autre prise en charge plus intensive, mais bon, et surtout parfois ça arrive jusqu'à une perfusion sanguine ou autre, mais c'est le cas de dengue simple, vraiment souvent avec les antalgiques on arrive à régler beaucoup de problèmes. Et souvent les malades guérissent sans problème. J'ai oublié de dire que, comme mon collègue l'a dit, il y a 4 stéréotypes et qu'aussi il y a une immunité en fait de dengue. Si par exemple quelqu'un contacte le stéréotype 1, il a quand même une immunité contre le stéréotype 1. Maintenant, mais elle ne le protège pas contre le stéréotype 2 et ainsi de suite. Donc nous avons constaté quand même que le type 1 et le type 2 ont été déjà identifiés, mais maintenant le type 3 et le type 4 sont souvent plus graves. D'où l'importance maintenant que la population soit informée des mesures préventives contre la dengue et aussi d'être vigilante et de faire recours aux structures de santé en cas de soupçons de dengue ou en cas d'une fièvre qui persiste. Et il va falloir en fait faire des consultations auprès de la structure de santé la plus proche. Et là, le personnel médical est déjà en majorité formé, ils sont tous en alerte pour détecter toute épidémie dans ces premiers jours d'apparition. Donc c'est important parce que c'est vrai que heureusement on n'a que pour le moment ces deux types de dengue, mais bon, comme je dis, aucun pays n'est à l'abri, d'où l'importance des mesures préventives et des mesures maintenant de mesures préventives et de sensibiliser aussi la population. Donc la première mesure c'est lutter contre la prolifération des moustiques. Donc c'est assurer l'hygiène et l'assainissement des milieux. Et aussi, comme mon collègue l'a dit, c'est la différence entre le moustique de dengue et l'anophèle du paludisme, c'est que celle-ci, celle de la dengue, elle pique par exemple en plein jour, mais surtout le soir au crépuscule et le matin, au petit matin. Et donc d'où l'importance en fait parfois de se vêtir aussi avec des vêtements assez couvrants et surtout dormir sous moustiquaire. L'usage de moustiquaire est l'un des meilleurs aussi, c'est un élément important. Aussi la lutte en fait, l'assainissement de l'environnement et tout. D'ailleurs les missions qui vont apporter l'appui qui est en cours maintenant au niveau des villes de Rosso et Zouérate envisageront d'apporter un appui dans ce sens. C'est aussi améliorer l'environnement à travers beaucoup d'actions, faire des journées villes propres et autres, et surtout aussi sensibiliser la population sur l'importance de dormir sous moustiquaire, imprégné d'insecticides à longue durée d'action. Donc tout ça, c'est des mesures qui permettent aussi de minimiser. On ne peut pas, en fait, les risques zéro, comme on dit, n'existent pas, mais en tout cas, les mesures, la politique du ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires vise à minimiser en fait les risques des épidémies, que ce soit la dengue ou les fièvres hémorragiques Crimée Congo ou la vallée des Rift et autres. Donc il y a déjà une alerte qui est là et comme je dis, la surveillance épidémique c'est l'un des éléments important pour l'État mauritanien. C'est-à-dire que c'est l'un des éléments où la situation épidémiologique est présentée toutes les semaines au Conseil des ministres. Donc, toutes les semaines au Conseil des ministres, la situation épidémiologique est présentée. Ça, en fait, ça reflète en quelque sorte l'importance de la sécurité sanitaire des citoyens pour le ministère de la Santé et pour l'État mauritanien de manière générale. Docteur Kelly, parlant de la sécurité des citoyens mauritaniens, nous savons qu'ici, nous avons l'habitude de nous soigner nous-mêmes. L'automédication. L'automédication. Que dites-vous? Parce qu'il a tantôt parlé de l'aspirine qui est dangereuse. Si vous pouvez
abonder dans ce sens pour que le téléspectateur ait... Vous avez parfaitement raison parce qu'on est dans un pays où les populations font appel trop à l'automédication. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est quand qu'il y a une suspicion donc, de dengue ou de palu, c'est de se rendre donc, le plus tôt possible donc, à une structure de santé donc, pour se prendre en charge donc, dès le début. Puisque plus donc, vous perdez du temps, plus donc, comment dirais-je, la dengue peut s'aggraver. Une fois que les signes comme, évocateurs de dengue ou de paludisme donc, apparaissent, donc, le patient ou bien le malade peut se rendre à une structure sanitaire donc, pour se faire consulter et être pris en charge. Donc, pour ce qui est de l'automédication, en général, on a recours à ça, mais bon, c'est des choses qui sont proscrites. Ou bien prohibé, donc ça cause d'habitude donc beaucoup de problèmes, ou bien ça aggrave la maladie. L'hospitalisation est-elle nécessaire en cas de dengue? Quand le dengue donc, est confirmé, en général au début, quand le prélèvement est fait, est acheminé au laboratoire pour le diagnostic, donc on essaye de faire en sorte, puisqu'on ne sait pas encore ce que c'est, puisque ça fait partie de ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique, donc des fièvres hémorragiques en général. Donc il faut prendre donc, beaucoup de préceptes. Donc le malade, donc, je ne veux pas dire qu'on va le mettre en quarantaine, qu'on ne va pas l'isoler, mais il va falloir prendre beaucoup de précautions, c'est-à-dire en prenant ce qu'on appelle faire les mesures de sécurité, en prenant vraiment le minimum de précautions, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PPE, c'est-à-dire la prévention, contrôle, c'est-à-dire l'EPI, l'équipement de protection individuelle. Maintenant, en attendant que le résultat biologique sorte. Une fois que le résultat sort maintenant, donc c'est un patient, tant contraire comme les autres patients, puisque il est pris en charge comme les autres patients. Voilà. Monsieur docteur Moussa Abdallahi, comment se passe le suivi médical en cas d'urgence? Et si que fait le ministère pour endiguer totalement ce fléau? Ok, merci beaucoup. Donc le suivi médical, en fait, c'est vrai que comme j'ai dit en amont, donc il y a un système d'alerte qui est là, qui va détecter, qui va confirmer au niveau de l'INRSP. Ensuite, il y a des équipes médicales qui vont prendre en charge des cas. Et dans la majorité, en tout cas jusqu'à présent, et fort heureusement, alhamdoulilah, on n'a pas constaté vraiment un décès lié à ces fièvres dont la recrudescence des cas se vit depuis quelques semaines. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, qu'il y a un suivi médical important et, moi, j'allais dire même efficace. Voilà. Et donc, maintenant, dans la situation épidémiologique, si c'est le suivi maintenant épidémiologique, donc, comme j'ai dit, nous avons un système de surveillance épidémiologique qui est alerte et qui fait de manière périodique des regroupements et des formations, en fait, des rappels, des remises à niveau, que ce soit quand je dis surveillance épidémiologique, elle est indissociable avec le laboratoire, parce que c'est des entités du ministère complémentaires qui travaillent en fait comme. Et donc, quand j'ai dit la formation, récemment, cette année, en fait, le ministère vient d'achever en concertation, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, une formation, ce que nous on appelle surveillance intégrée de maladies et ripostes, au profit de tous des acteurs sanitaires dans les 15 régions du pays. Et donc, c'est des formations, on parle de la clinique, on parle de définition de cas, de procédures de notification et même de la prise en charge des cas. Et ensuite, le ministère a mis en place un guide de prise en charge de certaines fièvres hémorragiques, qui est aussi un livre très important et que beaucoup des acteurs de santé ont été formés. Mais aussi, parmi la prise en charge, moi je peux citer aussi les mesures de contrôle des infections. Donc c'est un programme que le ministère transversal est en train de le mettre au niveau des hôpitaux et des structures sanitaires qui essaye de diminuer en fait ou minimiser les risques de transmission nosocomiale. Vous savez, beaucoup de fièvres virales, il y a ces risques de transmission entre les personnels de santé même. Et donc ça, il y a un programme qui est en train de faire, d'abord il est en train de faire des rappels de remise à niveau sur les mesures de précaution standards en cas d'épidémie. Et aussi l'Institut national de recherche
en santé publique fait souvent des formations en biosécurité. Comment il faut faire les échantillons de manière très sécurisée, comment on peut les cheminer maintenant avec ce nous. Tout ça, on le fait avec l'aide des partenaires qui est l'OMS et aussi en appliquant la politique de l'Organisation mondiale de la santé en la matière. Donc, pour résumer, donc, il y a un suivi qui est là, qui s'améliore. Et aussi, il y a des formations périodiques, des remises à niveau qui font de sorte que le personnel soit, que ce soit dans les mesures en mesure de notifier, détecter et notifier, et aussi de prendre en charge en cas, par exemple, d'une fièvre ou d'une autre épidémie. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Parce que pour moi, le suivi médical, c'est une partie en fait d'un global, quoi, de toute une prise en charge. C'est le plan épidémiologique. Quand nous, épidémiologistes, on dit prise en charge épidémiologique, c'est-à-dire c'est à partir de la définition des cas, la notification et la prise en charge fait partie, et maintenant l'évaluation. Donc c'est ça. Merci. Docteur Kelly, nous allons un peu parler de l'Institut national de recherche. Si vous pouvez... vous avez aussi le droit de parler de l'Institut parce que lui, il est là pour le ministère. L'Institut fait partie du ministère. Je sais, c'est une partie, absolument travail. Parce que l'Institut, il fait et des analyses que vous faites. Parce que nous remarquons que le Mauritanien se déplace dans les pays voisins pour faire des analyses. Si vous pouvez nous parler. Oui, c'est vrai. Je serais vraiment ravi d'en parler, puisque je suis dans un laboratoire de référence nationale qu'on appelle laboratoire de virologie, donc où on a un plateau technique vraiment performant. Donc on n'a rien à envier aux autres laboratoires de la sous-région. Bon, lorsque j'étais étudiant, j'entendais toujours parler que les prélèvements sont acheminés à l'Institut Pasteur ou autre chose. Mais depuis, alhamdoulilah, depuis que je suis recruté, depuis 2010, donc on a eu un plateau technique, le ministère de la Santé, donc dans son programme vraiment de formation et c'est-à-dire de mettre en place donc, une performance donc, au niveau national, a mis en place un dispositif, un plateau technique qui est vraiment performant. Bon, à titre d'exemple, récemment, il y a de cela 2 mois, on a acquis ce qu'on appelle un laboratoire mobile à l'INRSP. Qu'est-ce qu'on entend par laboratoire mobile? C'est un laboratoire qui est là, qui est capable vraiment de se déplacer sur le terrain, aller au niveau des populations dans des zones reculées pour faire le diagnostic sur place. C'est un laboratoire qui ne demande pas une architecture donc, complète et qui a besoin juste d'une batterie, d'un véhicule pour le faire fonctionner. Et la spécialité ou bien la particularité du laboratoire, c'est qu'on a ce qu'on appelle un dispositif qu'on appelle P3. Donc c'est un petit laboratoire miniaturisé, donc à l'intérieur duquel il y a ce qu'on appelle la pression négative. On peut vraiment travailler avec n'importe quel virus, n'importe quel pathogène, que ce soit Ebola, que ce soit autre chose. Donc avec ce dispositif, on inactive les virus. Donc c'est des dispositifs qui ont été développés pendant l'épidémie d'Ebola. Donc c'est un dispositif qui nous a été offert donc, par l'armée allemande, par l'Institut Bundeswehr de l'armée allemande, avec la coopération avec la GIZ. Donc avec vraiment ce laboratoire, donc, on peut faire le diagnostic de toutes les pathologies qui sévissent ici, donc dans la sous-région donc, et en Mauritanie. Voilà. Vous pouvez nous parler des vaccins ou bien par exemple, le vaccin de l'hépatite B. De l'hépatite, voilà. L'hépatite B, c'est en fait... bon, je serais vraiment aussi ravi d'en parler. Vous allez nous expliquer parce que c'est un autre spécialiste. L'hépatite B, c'est en fait une infection virale, comme les autres infections, donc, dont il existe un vaccin. Donc, alhamdoulilah, je crois que depuis 2005, il y a un vaccin quand même qui est disponible ici donc, en Mauritanie. Donc, tous les enfants donc, qui sont nés, donc, bénéficient de cette vaccination. Voilà. Il existe un vaccin et il existe aussi un traitement. Alhamdoulilah, donc la majeure partie donc, des personnes qui vivent avec le virus de l'hépatite B en Mauritanie, c'est des porteurs inactifs. C'est des porteurs inactifs donc, du virus, c'est-à-dire qu'ils sont là, il y a le virus qui est à l'intérieur, mais il ne se développe pas. La majeure partie. Mais il existe un vaccin qui existe. Donc il y a un programme aussi de vaccination maintenant qui a été vraiment mis en place pour tout le personnel de santé. Pour toute personne donc, qui travaille dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, donc, doit être vacciné donc, avant vraiment de commencer donc, son travail. Voilà.
Merci pour les... Je vous en prie. Docteur, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport... Non, c'est bon, je pense que Dr Kelly a bien parlé. Donc, revenons à la fièvre de la dengue. Est-ce que vous avez tantôt parlé de niveau 1, niveau 2, mais est-ce qu'une personne peut avoir la dengue plusieurs fois? Oui. En fait, une personne peut avoir la dengue plusieurs fois. Ils peuvent avoir le dengue stéréotype 1, il développe une immunité. Et maintenant, il peut avoir le dengue stéréotype D, il développe une immunité, mais il est toujours aussi susceptible, ou même, il y a certains recherches qui disent qu'il est... c'est-à-dire, en tout cas, il peut avoir aussi la dengue 3 et la dengue 4. Mais comme j'ai dit, pour la sous-région ici, la majeure cas de dengue qui ont été identifiés, que ce soit en Mauritanie, au Sénégal, et en Côte d'Ivoire et en Burkina, c'est des dengues de type souvent 1 et D. Au Sénégal, il y a le type 1 il y a plus de type 1, mais chez nous, il y a plus 1, mais il y a plus de type D aussi. Comme au Sénégal, il y a quelques cas aussi de type D. Et voilà. Donc, pour dire que la personne peut avoir une immunité s'il contacte par exemple le type 1, mais cette immunité ne le protège pas contre le type D. Peut-être même s'il détecte le type D, peut-être ça va... grave. Voilà, peut-être il est susceptible même de développer le type D, peut-être. Mais ce qu'il faut regarder dans ça, c'est que les mesures préventives, que ce soit le type 1, sont les mêmes. Donc, d'où l'importance, maintenant, comme nous avons dit, de l'utilisation de moustiquaires, aussi de l'hygiène et de l'assainissement des milieux. Là, donc, il n'y a que les mesures préventives et surtout aussi que la population, toutes les mesures préventives qui ont été appliquées, s'il n'y a pas une mobilisation communautaire, si la population n'adhère pas à ces mesures préventives, souvent elle échoue. Donc le premier élément essentiel de la prévention de dengue, c'est la population elle-même. Qu'elle soit sensibilisée et qu'elle soit aussi en alerte, comme le système de santé que la Mauritanie a mis en place, que la population. D'ailleurs, l'une des politiques du ministère de la Santé, qui est d'ailleurs la politique de l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'impliquer en fait la communauté dans la surveillance épidémiologique. Et le ministère de la Santé de la Mauritanie a déjà commencé à faire des formations. Ça concerne déjà 2 ou 3 régions, mais la politique actuelle, la stratégie en cours de mise en œuvre, bientôt la population, les organisations communautaires de base, la société civile, vont être formés sur comment ils ont identifié de manière... c'est-à-dire il y a des définitions de cas destinés à la communauté, sont simplifiées, sans des termes scientifiques ou autres, mais que la population sera mobilisée elle-même. C'est des points relais qui vont par exemple donner... Le système de santé, en fait, avant, il s'arrêtait au niveau des structures sanitaires. Quand j'ai dit structures sanitaires, c'est que ce soit le centre de santé ou le poste de santé. Maintenant, la nouvelle vision, c'est que le personnel impliqué dans la santé va dépasser en fait les structures sanitaires. Au niveau des ménages, il y aura des gens sensibilisés qui vont donner l'alerte et qui vont peut-être même être formés s'il y a des... Je ne sais pas, en tout cas, ils vont donner l'alerte au système, ils vont aussi prendre les mesures de précaution standards pour éviter la propagation des maladies et ainsi de suite. Vous savez, l'épidémie d'Ebola qui a sévi dans la sous-région en 2014 a quand même attiré l'attention des systèmes de santé et de la communauté internationale sur beaucoup de choses. Il y avait ce qu'on appelle le règlement sanitaire international, mais il n'était pas tout à fait très appliqué. Mais l'OMS, bien avant Ebola, mais surtout après Ebola aussi, le monde a vraiment voulu se sécuriser en sécurisant en fait tout le monde, parce que la sécurité d'un pays voisin ou du monde passe par la sécurité de notre pays ou d'autres pays pour éviter la prolifération des épidémies ou autres. Et là, Ebola aussi était un exemple pour ça. Donc tous les pays maintenant, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place un plan en fait national pour la sécurité sanitaire de chaque pays. Les États sont dans des phases différentes, mais la Mauritanie, avec l'appui du bureau pays de l'OMS, on a vraiment en avance par rapport avec beaucoup de pays sur beaucoup de choses qui sont liées à la sécurité sanitaire, à la lutte contre les épidémies, au renforcement des capacités de nos acteurs. On me signale qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Docteur Kelly, si vous aviez un dernier mot à dire et un conseil aux téléspectateurs. Bon, le conseil que
que j'ai donc à donner donc aux téléspectateurs par rapport donc à notre thème, par rapport à la dengue, c'est de vraiment connaître un peu vraiment la définition donc des cas. Donc bien entendu, la définition des cas, c'est quand que vous avez donc une fièvre donc qui perdure à peu près donc une semaine, c'est d'aller vraiment vers la structure de santé donc la plus proche donc pour être vraiment pris en charge. Et par rapport aussi donc aux mesures donc de prévention, c'est vraiment vraiment d'utiliser toujours les moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides. Et aussi le côté hygiène aussi, il va falloir aussi d'éviter les aspirines, absolument. C'est ce que j'ai retenu le plus. Ah ouais, ça c'est vrai. Docteur Moussa Abdoulaye, Ok, merci beaucoup. Bon, moi, je crois que le docteur Kelly a déjà dit l'essentiel. Mais moi, je souhaite rassurer la population surtout qu'eux aussi, ils sont une partie active du système de surveillance en Mauritanie, qu'il y a un ministère qui est là, il y a un État qui est en train de mettre beaucoup de choses pour sécuriser, pour lutter contre les épidémies. Et qu'il n'y a pas lieu en fait de chaque fois quand il y a recrudescence des cas de fièvre, on parle déjà d'une telle ou telle épidémie, qu'il y a un mécanisme qui est là, qui est mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, que nous appliquons strictement, et qu'il y a des recrudescences effectivement des cas de fièvre, toutes sortes confondues. Quand on dit fièvre, c'est plusieurs sortes de fièvre. Parmi eux, il y a quelques cas de dengue, c'est vrai, mais aussi il n'y a pas lieu de se paniquer vraiment. Il y a lieu surtout de rester vigilant, de concentrer et aussi d'informer, comme le docteur Kelly l'a dit, et d'utiliser le moustiquaire en fait. En tout cas, merci. C'est la fin de l'émission. Je recevais sur le plateau Dr Moussa Abdoulaye, qui est médecin épidémiologiste, qui est coordinateur national au ministère de la Santé. Et je remercie également Dr Kelly Mamadou, biologiste, virologue à l'Institut national de recherche en santé publique, n'est-ce pas? Je remercie également l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de ce numéro de Zoom Sur. Il s'agit de Tahman Oulbout qui était au nodal, son Haj Maliksi, réalisation Mustafa Mohamed, script Moutouabin, cadreur Mohamed Mbodj, Cheikh Elbou et Chérif. Quant à moi, je vous remercie. À la prochaine, à la semaine prochaine bientôt. Au revoir.